Monsieur le Président. Alors, bonjour collègues, prenez place, nous allons commencer nos travaux. Et pour débuter, nous sommes à la rubrique Déclaration des députés. Et je reconnais Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, blizzard oblige, en parcourant les manchettes des derniers jours, il y a de quoi se réjouir de la solidarité qui a engendré l'entraide, de la résilience qui nous a permis de bien réagir et d'avoir cette faculté de voir le bon côté des choses. Évidemment, optimiste de nature, j'avoue que mon verre est pas mal toujours au moins à moitié plein. Ce qui fait que je me désole, moi aussi, de voir la déferlante de commentaires négatifs des gérants d'estrade des médias sociaux au sujet du blizzard. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux saluer et remercier tous ceux et celles qui ont fait la différence chez nous, dans le Haut-Richelieu et partout au Québec. Entre autres, les infirmières et tout le personnel hospitalier, les policiers et les autres services d'urgence et nos concitoyens qui ont porté assistance aux plus mal pris en leur donnant un coup de main ou un coup de pelle. D'ailleurs, en parlant de la neige, Monsieur le Président, je veux dire à tous les déneigeurs publics et privés, merci et ne lâchez surtout pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Et je reconnais maintenant Madame la députée d'Émile-Île. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de célébrer aujourd'hui un jalon important dans l'histoire de notre communauté lavalloise, les 80 ans du Courrier Laval, un journal local qui a su évoluer au fil des décennies pour devenir un acteur incontournable de l'information dans notre région. Je tiens également à souligner aujourd'hui le travail exceptionnel du journaliste Stéphane Saint-Amour, qui fait partie de la grande famille du Courrier Laval depuis juin 1983. Son dévouement, son professionnalisme et sa passion pour l'information ont marqué de nombreux lecteurs au fil des années. Le travail remarquable de M. Saint-Amour a d'ailleurs été honoré récemment par la Société nationale des Québécois de Laval, qui l'ont nommé citoyen d'exception 2025. Félicitations au Courrier Laval pour ses 80 ans de service. Je vous souhaite un avenir prospère et surtout que cette belle aventure médiatique se poursuive encore longtemps. Félicitations. Merci, Madame la députée d'Émile-Île. Et je cède maintenant la parole à Madame la députée de Bellechasse. Merci, Monsieur le Président. Maxime Lavoie, Olivier Lemieux et Nathan Saint-Hilaire ont participé à la prestigieuse compétition World Robot Olympiad Open Regional Championship à Porto Rico. Je les salue chaleureusement dans nos tribunes. Ensemble, ils ont conçu un projet à la fois novateur et humaniste, un robot destiné à la distribution de médicaments aux personnes en situation de vulnérabilité. Grâce à un système combinant des aimants et des capteurs, le bras du robot saisit le bon médicament avec l'utilisation d'une carte de couleur. Cette initiative brillante illustre le savoir-faire des jeunes d'ici. Leur participation en tant que seule équipe canadienne dans la catégorie Futur innovateur junior est une véritable source de fierté pour Bellechasse et Chaudière-Appalaches. Puissent-ils poursuivre cette voie prometteuse et inspirer d'autres jeunes à innover pour un monde meilleur. Bravo encore à Maxime, Olivier et Nathan. Bravo et félicitations à vous trois. Merci, Madame la députée de Bellechasse. Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite aujourd'hui souligner le travail du collectif Ex-Placé DPJ et d'Execo qui ont lancé en décembre dernier le premier livre sur les droits de la jeunesse créé par et pour les jeunes. Ça s'appelle « Droits de cité ». Puisque pour défendre ces droits, il faut d'abord les connaître et les comprendre. Droits de cité utilise différentes stratégies pour accrocher ses lecteurs. Témoignages, dialogues, articles de loi vulgarisés, le tout dans un objet coloré rempli d'activités réflexives, un véritable outil pour les jeunes actuellement dans les services jeunesse, ainsi que pour les professionnels qui travaillent auprès d'eux. Devant le courage de ces jeunes adultes qui ont puisé dans leur expérience personnelle afin de pouvoir mieux protéger les droits du plus grand nombre, je réitère l'importance de l'éducation aux droits et de la mise en place de moyens nécessaires à leur respect plein et entier. J'invite les collègues à se joindre à moi pour souligner cette initiative importante et à contribuer activement à son rayonnement afin de favoriser un plus grand respect des droits des enfants sous la responsabilité de l'État québécois.
Merci, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et la parole revient maintenant à Madame la députée de Saint-François. Monsieur le Président, Monsieur Daniel Harvey a gravi les échelons jusqu'à directeur des opérations du Canadian Tire de l'Est de Sherbrooke. Parallèlement à son travail, son engagement dans le sport depuis plus de 30 ans lui a valu l'année dernière le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin. Président du club de plein air biathlon Estrie de 1996 à 2015, il a formé des bénévoles, organisé des courses et amélioré des sites de compétition. Souvent chef de parcours, il a démontré une flexibilité et une résilience peu communes en collaborant à de nombreux championnats canadiens. M. Harvey a notamment supervisé l'entretien du parcours des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Il est arbitre qualifié par l'Union internationale de biathlon. Et comme chef de compétition, son leadership et son esprit d'équipe impressionnent. Par ailleurs, il est officier pour le cadre des instructeurs de cadets où il a occupé différentes fonctions depuis 1988. Pour conclure, Monsieur le Président, M. Harvey est une référence de niveau national en biathlon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Saint-François. Au tour maintenant de Monsieur le député de Jacques-Cartier. Les coupures budgétaires de la CAQ ont commencé à faire mal au réseau de l'éducation dans mon comté, Monsieur le Président. 6 millions de dollars coupés dans le budget de centre de services scolaires Marguerite Bourgeois pour un gouvernement qui se dit qu'ils sont les grands défenseurs de notre langue commune. C'est honteux, Monsieur le Président. Les conséquences sont graves pour nos enfants. Il n'y a pas des enseignants qualifiés dans nos classes. Il y a une réduction des services et des programmes et une gel sur les projets d'infrastructure comme les rénovations pour l'école Allencroft. $2.5 million cut from the Lester B. Pearson budget is hurting our students. Vital extracurricular activities, Indigenous development programs, school clubs are facing cuts. The hiring freezes at John Abbott College and across the Lester B. Pearson School Board, on top of freezes to necessary infrastructure investments. This helps who, Mr. Speaker? Today, I am standing up for the students, teachers, support staff, parents, grandparents, and all those who care about and value education in my riding. These cuts are unacceptable. En 2026, dehors avec le CAQ, dehors avec ce gouvernement qui n'est pas bon. Merci, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Et la parole revient maintenant à Monsieur le député de Granby. Monsieur le Président, à la fin de la dernière année, l'organisme Entre Elles de Granby atteignait le cap des 40 ans d'existence. Entre Elles est un centre de femmes dont la mission consiste à informer et à aider toute femme de la Haute-Yamaska à accroître le pouvoir sur sa vie et à exercer une citoyenneté engagée. De plus, l'organisme offre aussi un service d'hébergement de crise avec une approche alternative en santé mentale pour les femmes de toute la région. 2024 aura été une année particulièrement remplie pour eux en lançant en mars une clinique communautaire avec une infirmière clinicienne. Aussi, une halte chaleur annoncée par le ministre responsable des services sociaux en octobre dernier, avec du financement pour permettre un service accessible de 8h30 à 22h ainsi que les fins de semaine. Ce service permettra aux femmes qui l'utilisent d'accéder à différents services d'hygiène et elles pourront aussi y manger et dormir. Et pour conclure l'année, l'organisme a déménagé dans un endroit plus grand pour leur permettre de mieux accomplir leur mission. Je tiens à remercier et féliciter Mme Sophia Coton et toute son équipe pour le travail important que vous faites pour les femmes de notre territoire. Votre présence apporte un impact positif tangible. Votre accompagnement auprès de ces femmes vulnérables est grandement apprécié par toute notre communauté. Merci. Merci, Monsieur le député de Granby. Au tour maintenant de Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, le groupe Uniboard est un grand fabricant de produits de bois d'ingénierie et opère la plus importante usine de fabrication de panneaux de particules en Amérique du Nord dans la municipalité de Sébec, dans la Matapédia. Il s'agit du plus important employeur privé de ma circonscription avec 400 employés. La menace des hausses des tarifs américains imposées aux industriels crée des tensions commerciales, mais également des insécurités face à la pérennité des activités et du maintien des emplois pour tous les manufacturiers au Québec. Par exemple, Uniboard exporte environ 40 % de sa production et les clients québécois et canadiens de l'industrie du meuble exportent ensuite plus de 50 % de leur volume aux États-Unis. Je témoigne ainsi mon soutien à Uniboard afin de solliciter le gouvernement du Québec pour soutenir les besoins financiers de nos industriels manufacturiers et soutenir le maintien de la main-d'œuvre afin de permettre de conserver leur effectif en attendant une reprise dans les marchés. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Matane-Matapédia. La parole revient maintenant à Madame la députée des Chutes de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. L'organisme Mon Quartier de Lévis tiendra du 21 au 23 février la 3e édition de l'événement Sculpture sur glace. Ce sera une occasion unique d'admirer les réalisations d'artistes professionnels qui se produiront devant 25 commerces situés dans les 5 quartiers patrimoniaux de la ville.
La population pourra également s'initier à cet art via la création d'œuvres citoyennes, le tout dans une ambiance festive grâce à l'animation des lieux par des organismes communautaires. Désirant nous impliquer encore davantage cette année, mon collègue, le député de Lévis, et moi avons contribué à la création d'un rallye permettant aux participants de partir à la recherche d'indices se trouvant dans les commerces afin de courir la chance de remporter un prix. L'invitation est donc lancée à la population de Lévis, des Chutes de la Chaudière et des environs de prendre part à cet événement des plus rassembleurs. Merci. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Fin février marque le temps du début des sucres, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je salue le dévouement de nos acériculteurs et acéricultrices dont le travail dépasse la production de sirop d'érable. Ils perpétuent cette tradition ancestrale avec passion et savoir-faire et incarnent notre connexion profonde avec la nature. Dans la MRC des Mascoutins, nous sommes fiers d'abriter 140 entreprises acéricoles, dont 100 dans ma circonscription. Ces producteurs dévoués contribuent de manière significative à notre économie locale et à notre patrimoine culinaire en produisant l'impressionnante quantité de 2 millions de livres de sirop d'érable chaque année, en plus d'offrir une gamme diversifiée de produits dérivés. Monsieur le Président, c'est une industrie emblématique de notre identité culturelle et gastronomique québécoise et je tiens à les remercier de la préserver. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Nicolet-Bécancour. Monsieur le Président, la municipalité de Baie-du-Fèvre possède une salle de spectacle de qualité exceptionnelle qui fait la fierté de ses quelques 1000 habitants. Lancée en 1949 sous le nom de salle paroissiale Bellecour, cette salle s'est transformée au fil des ans pour devenir le Théâtre Bellecour, sous l'impulsion d'un groupe de citoyens engagés, parmi lesquels on trouvait Lise Laforce et Mario Courchaine. Grâce à eux, nous avons à Baie-du-Fèvre notre propre petite place des arts. Je veux rendre hommage à Lise et Mario et souligner toute l'énergie et toute la passion qu'il leur a fallu investir pour faire de cette salle le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Ils ont pu compter sur la collaboration étroite de la municipalité de Baie-du-Fèvre et de la MRC Nicolet-Yamaska, mais aussi sur la générosité de nombreux et fidèles bénévoles. Je remercie Mario Courchaine et Lise Laforce, ainsi que tous leurs collaborateurs pour cette belle réussite qui fait notre fierté. Bravo, vous deux. Merci, Monsieur le député de Nicolet-Bécancour. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de ce temps de parole pour souligner le 40e anniversaire du Centre périnatal Le Berceau. Depuis 40 ans, cet organisme accompagne les futurs et nouveaux parents dans leur parcours en mettant l'accent sur l'importance de valoriser leur rôle et de favoriser la création de liens profonds avec leur bébé dès la grossesse. Il est essentiel de souligner, Monsieur le Président, que le Berceau offre un accompagnement personnalisé, une variété de services visant à favoriser le développement optimal des enfants et des adultes qu'ils deviendront. Ces services incluent des cours, des ateliers, des conférences, des groupes de soutien, un service d'aide à domicile, ainsi que la vente et la location de produits pour bébés. Par ailleurs, plus d'une quarantaine d'activités centrées sur le mieux-être des familles sont également offertes. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration, l'équipe de professionnels dévoués, les bénévoles, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées et continuent de faire de ce lieu un acteur clé pour notre communauté et un pilier incontournable pour les parents de notre région. À toutes et à tous, un bon 40e et surtout, bonne continuation. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Bordua. Alors, voilà qui met fin à la rubrique déclaration des députés. Je remercie chaque collègue pour votre déclaration et nous allons suspendre les travaux quelques instants. La séance va se poursuivre. Madame la Présidente,
Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue au Parlement du Québec. Mesdames, Messieurs les députés, nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle. À la rubrique « Présentation de projet de loi », Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre du Travail présente le projet de loi numéro 89, loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi modifie le Code du travail et d'autres dispositions afin principalement de considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Le projet de loi introduit ainsi des dispositions visant le maintien de services assurant le bien-être de la population, soit les services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. À cet égard, il confère au gouvernement le pouvoir de désigner, par décret, une association accréditée et un employeur à l'égard desquels le tribunal administratif du travail peut déterminer si des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus en cas de grève ou de lock-out. Il octroie au tribunal le pouvoir d'ordonner le maintien de tels services à la demande de l'une des parties désignées par décret, et ce, pour la seule phase des négociations en cours. Il exclut par ailleurs de l'application de ces dispositions le secteur de la santé et celui de la fonction publique. Le projet de loi oblige l'association accréditée et l'employeur visé par une décision ordonnant le maintien de services assurant le bien-être de la population en cas de grève ou de lock-out à négocier de tels services dans les 15 jours suivant la notification de cette décision. Il confie au tribunal notamment la fonction d'évaluer la suffisance des services prévus par l'entente entre les parties, ainsi que, à défaut d'entente, ou s'il juge ceux prévus par l'entente insuffisants, celle de déterminer les services à maintenir et la façon de les maintenir. Le projet de loi précise que la grève ou le lock-out en cours se poursuit malgré une décision du tribunal ordonnant le maintien de services assurant le bien-être de la population, sauf si ce dernier juge que des circonstances exceptionnelles justifient de suspendre l'exercice du droit de grève ou de lock-out. Il modifie le nom de la division des services essentiels du tribunal et lui attribue le mandat d'instruire les affaires concernant les services assurant le bien-être de la population. Il comporte également des dispositions pénales. De plus, le projet de loi permet au ministre du Travail, s'il estime qu'une grève ou un lock-out cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et que l'intervention d'un conciliateur ou d'un médiateur s'est avérée infructueuse, de déférer le différend à un arbitre afin que ce dernier détermine les conditions de travail des salariés visés par l'unité de négociation en grève ou en lock-out. Il prévoit qu'une telle décision du ministre met fin à la grève ou au lock-out en cours et établit la procédure d'arbitrage applicable. Il exclut de l'application de ce pouvoir les secteurs publics et parapublics. Enfin, le projet de loi harmonise certaines dispositions visant l'exercice du droit de grève dans les services publics de manière à les rendre applicables à l'exercice du droit de lock-out et prévoit que les affaires découlant du chapitre du Code du travail concernant les services essentiels et du nouveau chapitre de ce Code concernant les services assurant le bien-être de la population sont instruites et décidées de façon prioritaire par le tribunal. Merci, Madame la Présidente.
Et je reconnais le leader de l'opposition officielle, oui. Merci, Madame la Présidente. C'est un important projet de loi et dans ce sens, nous souhaitons la tenue de consultations particulières. Merci, Madame la Présidente. Alors, est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Toujours à la rubrique présentation du projet de loi, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous demanderai d'appeler l'article B du feuilleton. À l'article B du feuilleton, Madame la députée de Mercier présente le projet de loi numéro 895, loi établissant un réseau scolaire commun afin de garantir l'égalité des chances. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Je suis très fière aujourd'hui de présenter le projet de loi 895, loi établissant un réseau scolaire commun afin de garantir l'égalité des chances. Je veux aussi profiter de la présence dans les tribunes parmi nous de M. Stéphane Vigneault et Anne-Marie Boucher du mouvement citoyen École Ensemble que j'ai consulté pour travailler sur ce projet de loi-là. Ce projet de loi vise à ce que l'École québécoise assure l'égalité des chances de ses élèves, et ce, peu importe leur origine socio-économique. Le projet de loi crée un réseau scolaire commun afin de rendre le système d'éducation du Québec plus équitable. Ainsi, le projet de loi modifie la loi sur l'instruction publique et la loi sur l'enseignement privé afin de regrouper au sein d'un réseau scolaire commun les écoles publiques de niveau préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que les écoles privées de ces niveaux qui le souhaiteront. Mettre fin au financement public des écoles privées de niveau préscolaire, primaire et secondaire, ayant choisi de ne pas intégrer le réseau commun. Interdire tout processus de sélection des élèves au sein du réseau commun. Prévoir les mêmes conditions de gratuité et de financement au sein de l'ensemble des écoles de ce réseau. Prévoir des mesures de compensation visant à réduire les inégalités entre les écoles. Enfin, le projet de loi contient des dispositions diverses, transitoires et finales. Merci. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté? Adopté? Adopté. Alors, à la rubrique dépôt de documents, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de déposer le rapport annuel d'activité 2023-2024 de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Merci. Madame la ministre de l'Emploi. Oui, Madame la Présidente, permettez-moi de déposer le plan stratégique 2029 de la Commission des partenaires du marché du travail. Merci. Bravo. Qui m'a déposé. Monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente, je dépose la réponse à la question inscrite au feuilleton le 5 décembre 2024 par le député de Pontiac. Ce document est déposé. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droit ou de privilège. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Alors, bonjour collègues, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Mont-Royal-Outremont, le député de Matane-Matapédia, la députée de Vaudreuil et le député de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale dénonce toute ingérence politique dans le contenu des cours du réseau collégial québécois. Bravo. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Nous allons maintenant à la prochaine motion qui revient au troisième groupe d'opposition. Monsieur le député de Matane-Matapédia. À la bonne heure. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de Rosemont la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle que 35 nations, États et territoires administrés dits non souverains ont au moins une association nationale reconnue par une fédération sportive à l'échelle mondiale.
qu'elle prenne acte de la volonté du gouvernement de reconnaître le hockey sur glace comme sport national du Québec, qu'en conséquence, l'Assemblée nationale demande au gouvernement de doter le Québec d'équipes nationales féminines et masculines de hockey sur glace et de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient reconnues par la Fédération internationale de hockey sur glace. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, ce qui nous amène à la prochaine motion qui revient au gouvernement. Et je reconnais Madame la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le leader de l'opposition officielle. Que l'Assemblée nationale prenne acte de la récente croissance démographique au Québec, qu'elle reconnaisse la nécessité de construire de nouvelles infrastructures, notamment des infrastructures routières, afin de mieux répondre aux besoins de la population. Merci. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, ce qui nous amène à la prochaine motion qui revient à l'opposition officielle. Et je reconnais Monsieur le député de Marquette. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Rosemont, le chef du troisième groupe d'opposition et le député de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale reconnaisse les effets néfastes et délétères de la violence et des bagarres dans le sport, notamment au hockey, et les séquelles qui peuvent en découler. Qu'elle condamne tout propos faisant l'apologie des combats et de la violence dans le sport, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Qu'enfin, elle invite l'ensemble des parlementaires à tenir des propos responsables vis-à-vis de la violence dans le sport. Merci beaucoup. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Merci, merci. Ce qui nous amène, collègues, nous allons poursuivre nos travaux. Et Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, j'avis cette Assemblée que la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'alimentation et des ressources naturelles va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 69, la loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives. Aujourd'hui, après les affaires courantes jusqu'à 13 h à la salle Louis-Joseph Papineau, la Commission des finances publiques va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 82, la loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions. Pardon, excusez-moi, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Collègues, je me permets de vous faire le rappel que les travaux sont en cours. Je vous demanderai de quitter l'enceinte, s'il vous plaît, en toute discrétion. S'il vous plaît, les travaux sont en cours. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, poursuivez. Donc, comme je le disais, donc, après les affaires courantes jusqu'à 13 h et de 15 h à 18 h 30 à la salle Marie-Claire Kirkland, la Commission de l'aménagement du territoire va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 86, la loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h et de 15 h à 18 h 30 à la salle Pauline Marois. La Commission des transports et de l'environnement va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 81, la loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h et de 15 h à 18 h 30 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission de l'économie et du travail va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 87, la loi concernant principalement le développement et la mise en valeur de terrains industriels et la gouvernance de la société du parc industriel et portuaire de Bécancour, aujourd'hui de 15 h à 18 h 30 à la salle Louis-Joseph Papineau. Merci, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. J'inviterai les collègues qui doivent quitter de le faire, s'il vous plaît, en toute discrétion. Les travaux sont en cours. À la rubrique « Renseignements sur les travaux de l'Assemblée », je vous informe qu'il y aura sanction du projet de loi numéro 213, loi concernant certains immeubles situés dans la municipalité de Dixville, aujourd'hui à 11 h 30, au bureau de son honneur, la lieutenant-gouverneur.
La période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le Président, je vous demanderai d'appeler l'article 2 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 2 du feuilleton, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux. Je reconnais Monsieur le ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, effectivement, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption du principe du projet de loi 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir dans quelques minutes. Avant toute chose, bien sûr, je voudrais remercier de leur contribution quelques personnes, c'est-à-dire le personnel du ministère de la Culture et des Communications, tous les intervenants concernés par ce projet de loi, de même que les équipes du loisir et du sport du ministère de l'Éducation, ainsi que le secrétariat du Conseil du Trésor, qui ont tous collaboré à ce que nous vous avons présenté. Le projet de loi 90 que j'ai déposé le 6 février comporte deux objectifs principaux. D'abord, reconnaître le hockey sur glace comme étant le sport national du Québec et introduire dans la loi sur le patrimoine culturel la notion de référents culturels nationaux. S'il est adopté dans le cadre du premier volet, le projet de loi prévoit aussi la création d'une journée nationale du hockey sur glace qui aurait lieu le premier samedi de février à chaque année. Les racines historiques et culturelles du hockey sur glace sont profondes au Québec. C'est chez nous qu'il est devenu le sport moderne que l'on connaît aujourd'hui. En 2008, la Fédération internationale de hockey sur glace a d'ailleurs reconnu que le tout premier match organisé de hockey sur glace a eu lieu à Montréal le 3 mars 1875, donc il y a presque exactement 150 ans. Avec le temps, le hockey sur glace est devenu plus qu'un sport. C'est devenu un lieu d'expression de l'identité nationale des Canadiens français, puis des Québécois. Beaucoup de nos joueurs et de nos joueuses ont été élevés au rang de héros nationaux et font toujours la fierté des Québécoises et des Québécois. Quelques noms seulement, Joe Malone, Maurice Richard, Jacques Plante, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Mike Bossy, Mario Lemieux, Patrick Roy, Marie-Philippe Poulain, Caroline Ouellette, Manon Réaume. Des figures incontournables du hockey sur glace qui ont fait rêver le Québec. Elles ont inspiré beaucoup de jeunes à suivre leurs traces. D'un point de vue historique, le hockey sur glace a souvent constitué pour les Québécoises et les Québécois une transposition de leur lutte nationale et un lieu d'expression de revendications sociales. Pensons seulement à l'émeute du Forum en 1955, avec Maurice Richard comme personnage principal. Cet événement que plusieurs considèrent d'ailleurs comme un des éléments déclencheurs de la Révolution tranquille. Il fait aussi partie intégrante de notre culture. Plusieurs de nos œuvres d'art, de nos films, de nos chansons, de nos livres, par exemple, s'inspirent du hockey sur glace. Plusieurs de nos expressions y réfèrent aussi. Je pense notamment, et vous pourriez en ajouter, aux expressions « accrocher ses patins »,« travailler fort dans les coins »,« donner son 110 %, être un joueur de premier trio »,« patiner sur les bottines »,« niaiser avec la puck »,« faire une passe sur la palette ». Ce sont des expressions ancrées dans notre culture et on les entend régulièrement autant dans la sphère privée que dans la sphère publique. La compétition d'improvisation théâtrale, qui est la Ligue nationale d'improvisation, la LNI, qui a été créée chez nous, au Québec aussi, elle s'est grandement inspirée de la partie de hockey. Le hockey sur glace occupe également une grande place dans l'espace social. Il est pratiqué dans toutes les régions du Québec, autant dans les centres urbains que dans les communautés rurales. Au-delà des ligues organisées ou professionnelles, il y a sur tout le territoire des ligues amicales pour tous les âges, pour tous les calibres. Le hockey sur glace permet de socialiser, de bouger, de profiter de l'hiver. C'est aussi une formidable activité d'intégration. On en parle souvent. Il n'y a rien de mieux que de déneiger ensemble une patinoire un jour de tempête, comme celle qu'on connaît ces temps-ci, et de jouer une partie de hockey pour intégrer des jeunes nouveaux Québécois. Une autre preuve de la vitalité du hockey sur glace au Québec, le nombre important d'arénas et d'autres infrastructures où on peut pratiquer ce sport et d'organisations aussi qui encadrent sa pratique. Je pense que je peux donc affirmer sans me tromper que tous les Québécois ont des souvenirs en lien avec le hockey, peu importe leur forme. Mais malgré son empreinte forte sur notre culture, et même si le hockey sur glace est dans les faits considéré depuis longtemps dans l'esprit des Québécois comme étant le sport national, il n'existe aucune reconnaissance officielle de l'État québécois à cet effet. C'est ce qu'on veut corriger avec ce projet de loi.
Je pense qu'il est grand temps de reconnaître officiellement la place fondamentale que ce sport occupe dans notre société, dans nos traditions, dans nos valeurs, dans notre identité. Il fait partie de notre patrimoine culturel. Ce projet de reconnaissance du hockey sur glace comme notre sport national fait d'ailleurs écho à la première recommandation du rapport déposé en mars 2022 par le Comité québécois sur le développement du hockey. Ce groupe d'experts avait été mandaté par le gouvernement du Québec pour établir un état de situation du sport et pour proposer des solutions pour en assurer le développement. Donc voilà, Monsieur le Président, pour le premier volet du projet de loi 90. Le deuxième, quant à lui, prévoit introduire la notion de référent culturel national dans la loi sur le patrimoine culturel. On entend par référent culturel national un élément de la culture québécoise forgé dans la tradition qui caractérise et évoque de manière singulière un aspect de l'identité culturelle du Québec qui constitue un repère largement partagé par les individus de la société et renforce les liens entre eux, reconnus à ce titre par la loi. On suggère que la reconnaissance des référents culturels nationaux se fasse par l'adoption de projets de loi à cet effet, comme celui que nous présentons aujourd'hui. Le hockey sur glace deviendrait, par l'adoption de ce projet de loi, le premier référent culturel national au Québec. Le projet de loi prévoit que le ministre de la Culture et des Communications pourrait accorder de l'aide financière et conclure des ententes pour favoriser, entre autres, la connaissance ou la mise en valeur des référents culturels nationaux. Par ailleurs, je tiens à préciser que la reconnaissance du hockey sur glace comme sport national du Québec constituerait essentiellement un geste de valorisation. Le projet de loi n'a pas d'effet sur les structures de ce secteur d'activité. Les organismes, les fédérations ou encore les équipements ne sont pas visés par ce projet de loi. En conclusion, je suis heureux d'être le ministre qui présente ce projet de loi pour faire officiellement du hockey sur glace notre sport national. C'est important pour nous que les Québécois soient fiers des lieux, des événements, des personnages historiques et bientôt aussi des référents culturels qui ont forgé l'identité de leur nation, qu'ils aient envie de les célébrer aussi. D'où notre proposition de créer, dans le cadre de ce projet de loi, une journée nationale du hockey sur glace. Monsieur le Président, la Commission de la Culture et de l'Éducation va entamer sous peu, dans les prochaines heures, l'étude détaillée du projet de loi 90. Je suis convaincu qu'avec la bonne collaboration de ses membres, et puisque le projet de loi n'a seulement que 6 articles, on va pouvoir le faire cheminer très rapidement. J'invite donc, Monsieur le Président, les membres de l'Assemblée à adopter le principe du projet de loi 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications. Prochaine intervenante, je reconnais Madame la députée de Robert Baldwin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour maintenant, Monsieur le Président, de parler de l'adoption du principe du nouveau projet de loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux. Évidemment, c'est la reconnaissance du hockey comme sport national, on va se le dire. On ne peut pas être contre ça. Tout le monde, je crois, au Québec, ont leurs expériences, adorent le sport du hockey. C'est sûr que c'est répandu partout au Québec. Et moi-même, j'ai mon expérience personnelle, Monsieur le Président, parce que j'ai été une de ces mères avec mon jeune garçon qui était gardien de but. On le dit toujours parmi les parents que les parents qui sont les parents de gardiens de but, il faut avoir une bonne personnalité assez forte parce qu'on ne sait jamais, évidemment, quand tu perds ton match, d'habitude, on regarde le gardien de but. Mais quand on gagne, par exemple, c'est toute l'équipe qui gagne et c'est bien vu. Et donc, oui, pour l'adoption du principe, Monsieur le Président, notre formation politique va voter pour. Mais vous savez, lorsqu'on regarde le projet de loi, oui, il y a seulement 6 articles et on parle, oui, d'une reconnaissance qu'on veut, une reconnaissance que le hockey sur glace va être le sport national du Québec. On va le prévoir dans le projet de loi, la loi qui modifie la loi sur le patrimoine culturel pour y inclure la notion de référent culturel national
Et donc, dans le projet de loi, on va confirmer que le hockey sur glace est un référent culturel national. Ceci dit, Monsieur le Président, quel est l'objectif réel de ce projet de loi? Pourquoi, à ce moment-ci, est-ce que le ministre de la Culture, compte tenu du contexte économique dont nous vivons actuellement, et aussi la crise sans précédent dans l'écosystème culturel? Je vais y arriver dans quelques instants. Mais pourquoi, en ce moment, je peux comprendre qu'on va fêter le 150e anniversaire du premier match officiel du hockey qui a eu lieu à Montréal. Et ça, je peux très bien le comprendre, qu'il va y avoir des célébrations, commémorations et tout ça lié à cet événement. Mais on n'avait pas besoin d'un projet de loi pour ça. Et là, Monsieur le Président, j'aimerais regarder l'aspect qui est aussi important dans ce projet de loi pour déterminer où on s'en va avec, finalement, cette reconnaissance. Les conséquences, si je peux dire, du projet de loi et qui va pouvoir en bénéficier. Parce que là, le projet de loi définit la notion de référent culturel national comme notamment un référent doit être reconnu par la loi. Il donne de plus au ministre le pouvoir d'octroyer des subventions. Et je veux miser là-dessus, Monsieur le Président, d'octroyer des subventions et de conclure des ententes dans le but de favoriser la connaissance ou la mise en valeur des référents culturels nationaux. Donc, je comprends du ministre qui vient tout juste de définir, si je peux dire, le but de favoriser. Qu'est-ce que ça veut dire, favoriser la connaissance? On veut, ça va être un geste de valoriser le hockey. Ça, c'est une chose. La mise en valeur des référents culturels nationaux, de la façon qu'on va le faire, on va voir en études détaillées quels sont les objectifs du ministre à cet égard. Mais où le bas blesse, Monsieur le Président, concernant ce projet de loi, c'est qu'il n'y a pas d'enveloppe budgétaire, il n'y a pas de crédit additionnel en ce qui a trait aux subventions que peut-être le ministre va pouvoir octroyer à différents organismes. Il va conclure des ententes avec qui? On n'a pas de détails. Donc ça, on va l'étudier en période, évidemment, d'études détaillées. Mais il est clair, d'après le mémo au Conseil des ministres, que ce projet de loi n'a aucune implication financière, n'a aucun budget. Et donc, si le ministre veut octroyer des subventions pour valoriser ou mettre en valeur le hockey comme sport national, ici au Québec, où va-t-il prendre l'argent pour le faire? C'est la question que je pose au ministre, parce que là, d'après le mémo au Conseil des ministres, et je vais le citer, Monsieur le Président, pour que ça soit clair. Au paragraphe 8, le projet de loi lui-même ne prévoyant aucun budget spécifique et aucun objectif précis au-delà de la reconnaissance. L'adoption de mesures de suivi d'évaluation n'est pas considérée pertinente. Paragraphe 9. La proposition ne comporte pas d'implication financière. Le ministre de la Culture et des Communications pourra toutefois conclure des ententes et accorder de l'aide financière à même ses crédits, donc à même son budget en culture actuel, notamment pour favoriser la connaissance et la mise en valeur des référents culturels nationaux, dont le hockey sur glace. On va le regarder. Je vais poser plusieurs questions, Monsieur le Président, au ministre. Nous commençons demain l'étude détaillée. Mais j'espère
Et j'ose croire que compte tenu de la crise sans précédent dans le milieu culturel actuel au Québec, dont il est complètement au parfum des faits et des doléances et des revendications, que ce soit du Front commun pour les arts, que ce soit de tous les groupes qui font partie de la grande mobilisation pour les arts au Québec, qui vont avoir une autre manifestation. Ça va être la 4e manifestation, Monsieur le Président, samedi, le 22 février. Il va y avoir des manifestations partout à travers le Québec le 22 février, encore une fois pour aller chercher l'écoute du ministre, parce qu'il y a des coupures en culture. Les artistes n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. On est en train en ce moment, parce qu'il n'y a pas eu d'indexation du programme du soutien à la mission. On parle de 446 organismes culturels qui souffrent en ce moment-là, Monsieur le Président. On est en train d'annuler des spectacles, annuler certaines programmations. Partout dans les régions, même le musée de Rimouski a dit, bien là, nous, on va pour une période déterminée, on va fermer. On a décidé aussi de retirer la gratuité des dimanches, qui était quand même une mesure libérale depuis plusieurs années, qui était très, très populaire, encore des coupures. Et donc, on est en culture, on est en crise, on a des revendications très importantes en termes d'augmentation du budget pour arrêter, comme la présidente de l'UDA a dit, l'hémorragie en matière de culture. On a les membres des conseils régionaux de la culture qui sont venus le mentionner, ils l'ont confirmé, on a besoin d'aide. En ce moment, on n'a pas l'écoute du ministre, on a besoin qu'il agisse, qu'il nous aide. Même moi, la semaine passée, Monsieur le Président, j'ai sorti avec une annonce d'une mesure urgente en ce moment là, pour les aider, parce que là, la programmation, surtout dans les théâtres, est en péril. On est en train là, de regarder, on ne pourra pas faire toute notre programmation, on va falloir couper. L'offre culturelle est en train de diminuer. Et donc, on est dans une situation où on doit agir. Et là, on arrive avec ce projet de loi en termes de... Je ne sais pas si c'était le bon moment de le déposer, le projet de loi, compte tenu du contexte économique, surtout dans le domaine de la culture. Oui, on va être favorable à cette reconnaissance du hockey comme sport national en termes du Québec, mais pour le reste, Monsieur le Président, je vais avoir plusieurs questions à poser au ministre parce qu'il a mentionné que, oui, ça vient de la recommandation, ce projet de loi émane de la recommandation phare du comité. Il y a eu un comité qui a été mis en place par le gouvernement caquiste en 2021, qui est sorti avec un rapport au mois de mai 2022. C'était le comité du québécois sur le développement du hockey. Le hockey, notre passion. On a étudié, il y avait 17 experts, Monsieur le Président, qui ont assisté à des séances de travail pour voir, pour étudier, pour déterminer comment est-ce qu'on peut faire valoir le hockey, comment est-ce qu'on peut le rendre plus accessible à nos jeunes. Parce que nous le savons, Monsieur le Président, que le hockey, maintenant, c'est devenu de moins en moins accessible aux familles en raison des coûts. Les coûts associés juste à l'équipement. Je ne vais pas vous dire combien j'ai dépensé pour mon garçon qui est allé de, je ne sais pas, là, 5 pieds à 6 pieds 5. OK? En termes de coûts de jambière, les bâtons et tout ça. À un moment donné, si on veut reconnaître le hockey, on est pour ça, là, de la reconnaissance comme sport national. Mais il faut quand même, après ça, dire, bien là, comment on va
développer, comment est-ce qu'on va rendre le hockey plus accessible à nos jeunes. Parce que ça devrait être ça, l'objectif, au bout du compte. Parce que c'est un beau sport, c'est un sport, puis je l'ai vu avec mon garçon, j'ai vu avec ses amis. Il y a de la discipline, il y a un sentiment d'appartenance, ça les motive aussi à continuer leurs études. Il y a beaucoup de bénéfices liés au hockey, puis c'est une activité physique. On bouge, c'est bon pour la santé. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on devrait, oui, l'encourager, élaborer des politiques afin que le hockey soit plus accessible à nos jeunes. Et je pense que, et j'ose croire, Monsieur le Président, qu'on va avoir cette discussion lors de l'étude détaillée pour déterminer une augmentation des crédits afin de pouvoir mettre en œuvre, vraiment le mettre en œuvre, le hockey comme sport national pour venir aider les familles, pour que les parents puissent avoir de l'argent dans leur poche pour payer pour les patins puis les bâtons, puis pour aller, c'est le fun d'aller les tournois à l'extérieur du Québec. On est fiers. On a nos équipes du Québec. On joue contre des équipes de l'Ontario, des fois des États-Unis. On est fiers de ça comme parents de faire partie de... On fait partie de l'équipe aussi, là. Et ça exige beaucoup de sacrifices des parents compte tenu des coûts, mais aussi du temps. On doit des fois prendre des congés de vacances et tout ça pour aller à ces tournois. Donc, j'espère que le ministre, lorsque nous allons avoir cet échange, cette conversation, en ce qui a trait à... Ça ne peut pas être juste une reconnaissance symbolique, cette question de que le hockey soit notre sport national. On avait, Monsieur le Président, dans le rapport dont j'ai mentionné le comité, et je cite également, il y avait une citation suite au dépôt du rapport de la ministre à ce moment-là, ministre responsable de la condition féminine, mais aussi sport et loisirs, qui mentionnait que, oui, on s'engage à évaluer le rapport et on va y donner suite, mais il y avait 8 autres recommandations, Monsieur le Président. Pas juste l'aspect de hisser le hockey au rang de sport national du Québec, mais il y avait aussi une recommandation très, très importante, et je vais miser là-dessus, c'est de rendre le hockey accessible pour tous. Et aussi, compte tenu que je suis porte-parole en condition féminine, je dois le mentionner qu'il y a eu une grande évolution, une grande émergence du hockey féminin. Et là, nous avons la Ligue professionnelle, la Victoire, nous en sommes fiers. Mais je me souviens quand mon garçon avait commencé à jouer au hockey, puis ça, c'était, là, je sais qu'ils ont changé, là. Mon collègue de Marquette, ça démontre, ça fait un certain temps que j'étais là-dedans, mais là, le pré-novice et novice et tout ça, puis là, je comprends, c'est M7, M9, M11. Donc, quand j'étais dans les M7, M9, M11, mon garçon jouait avec des filles. Il était le gardien de but, mais à la défense, là, d'habitude, c'était des filles. Puis je dois vous dire qu'il protégeait mon gars. Il était extraordinaire, ces filles-là. Et je trouvais, dans un certain sens, que c'était regrettable parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas assez de filles qui jouaient au hockey. Et donc, les filles devaient jouer avec les garçons. Là, je comprends, dans certaines régions, mon collègue va me corriger si j'ai tort, mais il y en a de plus en plus à ce jeune âge, parce que c'est là hein, où on apprend, dans les pré comme le M7, M9, il y a de plus en plus d'équipes féminines avec des jeunes filles. Et là, mais il y en a dans d'autres régions où c'est encore mixte. Et donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus parce que je sais que de plus en plus,
de filles s'inscrivent pour jouer au hockey. Elles adorent le hockey et donc on veut les encourager, c'est sûr et certain. Et donc ça, c'était une des recommandations aussi fort, je dirais. Et je crois que comme parlementaire, si vraiment on veut, comme on dit, mettre un peu de mordant dans le projet de loi, il faudrait regarder tout cet aspect d'accessibilité à nos jeunes, Monsieur le Président. Donc, sur ce, je vais céder la parole à mon collègue et j'ai très hâte à nos discussions et échanges demain afin de pouvoir bonifier ce projet de loi, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame la députée de Robert Baldwin. Je vous informe qu'un débat de fin de séance se tiendra demain, le jeudi 20 février 2025, à 13 h, sur une question adressée par Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve à Monsieur le ministre du Travail concernant la protection du droit de grève des travailleuses et des travailleurs du Québec. Nous poursuivons avec l'adoption du principe du projet de loi numéro 90 et je reconnais Madame la députée de Vaudreuil. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, je profite de l'occasion pour intervenir sur le projet de loi 90. Je vais le dire d'emblée, c'est un projet de loi qui a vraiment eu un effet, un impact dans le comté de Vaudreuil assez important. Les gens ont fait un projet de loi pour reconnaître le hockey sur glace comme sport national. Cool! C'est vraiment la réaction qu'on a eue au bureau de comté de Vaudreuil. Puis, bien, vous comprendrez que je prends cette tête-là, je prends cette opportunité-là pour intervenir puis rappeler que quand on dépose un projet de loi, bien, on s'attend à ce qu'il y ait des... tu sais, on dépose un projet de loi, on s'attend à une certaine logique qui va avec le dépôt du projet de loi. C'est-à-dire qu'il doit avoir une cohérence, il doit avoir une logique, vraiment une logique avec le projet de loi 90, c'est-à-dire qu'on dépose un projet de loi, c'est souvent pour régler une problématique. C'est souvent pour trouver une solution à un enjeu. Ça ne peut pas être juste comme ça qu'on dépose un projet de loi pour se dire c'est le fun, notre sport national, on le reconnaît, puis ça finit là. Non, il y a des impacts. La preuve, je vous l'ai dit, les gens appellent au bureau de comté, les gens sont contents qu'on reconnaisse le sport national, mais après ça, ils disent c'est le fun, mais on va le pratiquer comment dans Vaudreuil? On n'a pas d'infrastructure sportive dans le comté de Vaudreuil. Puis je regarde là ici au Salon Rouge parce qu'il y a plusieurs ministres qui ont été interpellés. C'est pas la première fois que j'en parle, Monsieur le Président. Le député de Marquette a aussi été sollicité parce que le député de Marquette, il vient de Pincourt. Il vient de Pincourt, puis là, je fais un petit clin d'œil, puis je le salue. Il sait, les élus l'ont aussi sollicité, les élus de mon comté l'ont aussi sollicité pour lui dire, tu sais, peux-tu nous donner un coup de main? Tu es porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, loisirs, peux-tu nous donner un coup de pouce? Je regarde aussi de l'autre côté, la ministre des Affaires municipales est venue faire une annonce en octobre dernier, puis je la remercie parce qu'elle a eu la gentillesse de prendre le temps de rencontrer les élus après avoir annoncé une subvention pour une caserne de pompiers, la 4e sur l'île, parce qu'il y a 4 villes sur l'île Perrot. Les 4 ont leur caserne de plusieurs millions de dollars, mais il n'y a aucune infrastructure sportive. Donc, on annonce une caserne de... Bien, écoutez, le programme, c'était le... Je me souviens pas, le PRACIM de mémoire, là. Fait que c'était un programme pour des infrastructures, pour une nouvelle caserne de pompiers. Mais quand on arrive à des infrastructures sportives, bien, on n'est pas là. Puis pourtant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de projet de déposer, là, Monsieur le Président. Là. Au PAFIRSPA, le programme d'infrastructures sportives, la ville de Pincourt, en fait, je vais rentrer dans les détails. J'ai le temps, j'ai 20 minutes là, pour vous en parler. Le comté de Vaudreuil, c'est 7 municipalités. Il y a 4 municipalités sur l'île Perrot qui représentent plus de 40 000 de population. 40 000 de population. Il y a entre 8 et 9 écoles primaires. Il y a une école secondaire qui s'appelle le Chêne Bleu. À côté de l'école secondaire du Chêne Bleu, il y a une infrastructure, puis il y a eu des problèmes juridiques, mais il y a déjà eu une bonne volonté, des gens, un rassemblement, puis je ne veux pas nommer de nom, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une certaine compétition. Ça, c'est un dossier qui a été judiciarisé.
la Ville a rajouté l'infrastructure qui devait être un aréna. Super belle aréna. Monsieur le Président, je pourrais même vous montrer à l'écran là, des photos. L'infrastructure est en place. Là. Elle est en place. Elle n'est pas... l'intérieur est magnifique. L'intérieur a des poutres. Il manque juste un petit peu de sous pour aller plus loin puis compléter cette infrastructure-là. Ce pourquoi les 4 villes de l'île Perrot, Terrasse-Vaudreuil, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, l'île Perrot et Pincourt se sont mis ensemble pour déposer le projet au PAFIRSPA, le projet qui voulait, dans le fond, à compléter cette infrastructure-là, parce qu'il est, entre autres, situé à côté d'une école secondaire, mais parce qu'il y a un besoin sur l'île. Il y a du sport-études à l'école secondaire du Chêne-Bleu, en hockey, et les jeunes vont où? Les jeunes vont à Sainte-Anne-de-Bellevue, les jeunes vont à Vaudreuil-Dorion, les jeunes vont à Valleyfield, en sport-études, sur du temps du sport-études. Les jeunes vont à Valleyfield, 80 km aller-retour, pour pratiquer le sport national qui va être le hockey sur glace. C'est incompréhensible. Puis la situation a changé. Je vais vous revenir avec l'historique du bâtiment à Pincourt, là, mais la situation a changé, puis elle est critique depuis les derniers mois parce que l'aréna à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est vraiment là, à proximité de l'île Perrot, l'aréna Sainte-Anne-de-Bellevue, ville natale du premier ministre, l'aréna Sainte-Anne-de-Bellevue a fermé pour cause de désuétude. Donc, elle n'est plus fonctionnelle, elle est fermée. J'ai eu des appels au bureau de comté, Monsieur le Président, là, les ligues de garage, les ligues, là, les citoyens qui vont jouer, qui se rencontrent le mercredi soir, ils n'ont plus de glace. Et là, sport-études s'est retourné de bord pour vérifier parce que c'est le jour, ils peuvent, mais les ligues de garage, là, ils appellent au bureau et ils disent « On fait quoi? On n'a pas de place, on n'a plus d'endroit à aller. » Sport-études s'est retourné de bord, ils se sont en allés à Valleyfield. Mais même à Valleyfield, le député de Beauharnois, là, il va être sollicité, le député de Beauharnois, parce qu'à Valleyfield, là, il n'y en aura plus d'heures à un moment donné. La députée de Soulanges, là, elle va être sollicitée aussi, la députée de Soulanges. Pourquoi? Parce que ses étudiants viennent en sport-études dans le comté de Vaudreuil. Fait que je sollicite aussi leur appui, leur coup de pouce pour dire, bien, il faudrait peut-être prévoir quelque chose, prévoir un programme rattaché au projet de loi 90 en disant, bien oui, on va en avoir un programme de soutien financier. Puis, c'est pas que ça n'existe pas, là, ça existe parce que récemment, j'ai vu que la ministre responsable du sport et du loisir et du plein air, évidemment, a envoyé une lettre le 4 février dernier au maire de Victoriaville lui disant que la Ville pourrait bénéficier d'une aide financière maximale équivalent à 100 des coûts admissibles, 6 millions, afin de réaliser le projet de construction d'un complexe multifonctionnel, et ce, dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec. Fait qu'il y en a il y a un programme, bien oui, ça a le rapport. Bien, certainement que ça a le rapport, parce que moi, peut-être que vous avez manqué la phrase précédente, mais ce que je dis, c'est que le projet de loi 90 peut être attaché à un programme de financement pour être complémentaire à ce qu'on veut, c'est-à-dire à créer, à ce que le hockey devienne notre sport national, oui, mais qu'on mette en place du financement pour dire, écoutez, regarde, ça va justement dans le cadre du projet de loi 90, on reçoit les Jeux du Québec. On fait la même chose. On a mis en place un programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec. Donc, pourquoi qu'on ne ferait pas un programme de soutien financier pour notre sport national, qui est le hockey sur glace? Pourquoi pas? Ça, c'est du ressort du gouvernement. Puis, je ne veux pas dire que les représentations pour l'équipement, c'est vrai que c'est cher, l'équipement, les bagarres au hockey, oui. Mais ça, est-ce que c'est du ressort du gouvernement? Certainement qu'ils ont un mot à dire. Mais ici, le financement des infrastructures, c'est directement lié aux fonctions, c'est directement lié à la partie gouvernementale qui doit poser des gestes pour que ça soit cohérent. Donc, Monsieur le Président, je le réitère,
le comté de Vaudreuil, les étudiants, les ligues de garage, le patin artistique. Je fais une parenthèse sur le patin artistique parce que je viens d'avoir un Maxime Deschamps, un grand patineur artistique de Vaudreuil-Dorion, qui est d'ailleurs en compétition internationale en Corée du 19 au 25 février prochain. Bien, c'est parce qu'ils ont eu du temps de glace dans des arénas comme Vaudreuil-Dorion, parce qu'il y avait la possibilité de pratiquer à Vaudreuil-Dorion. Mais les jeunes de l'île Perrot, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas d'endroit. Il n'y a pas d'infrastructure disponible pour eux. Fait qu'il y a certainement un lien hyper important à faire avec tout ça. Je me pose... je ne veux pas revenir parce qu'à chaque fois que je parle du PAFIRSPA, la ministre se lève puis elle me répond qu'il y a beaucoup de projets qui sont déposés puis que l'enveloppe, bien... l'enveloppe n'est pas assez grande, puis que je pense qu'on parlait de je ne me souviens pas, là, sur 10 ans, là, de 1,5 milliard, je pense, sur 10 ans. C'est clair que c'est pas suffisant, j'en conviens avec la ministre, mais oui, on a des limites budgétaires, puis oui, on peut faire ce qu'on... Oui, il y a des limites, mais s'il y a des limites, pourquoi on dépose un projet de loi pour faire du hockey un sport national, mais qu'on n'a pas les sous pour faire les infrastructures qui viennent avec? C'est là où j'adhère pas, Monsieur le Président. La Ville de l'Île-Perrot a déposé 2 fois les demandes au PAFIRSPA pour le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, puis à 2 reprises, le projet a été refusé. Un projet qui a été refusé alors que ça vient répondre aux besoins de 40 000 citoyens, alors qu'il y a 4 municipalités qui se mettent ensemble pour déposer ce projet-là, alors qu'il y a 11 partenaires qui souhaitent convertir une structure existante dans un centre sportif multifonctionnel. En plus, le centre peut même être aménagé pour accueillir des événements culturels qui peuvent rassembler jusqu'à 1900 personnes. Donc, il y a même une double fonction. Le projet pourrait bénéficier non seulement aux 40 000 citoyens, mais également aux communautés environnantes. Puis en plus, le bonus de ce projet-là, parce que je pense que ce projet-là mérite qu'il soit réévalué, puis mérite qu'on le regarde maintenant avec, avec des yeux différents, avec des yeux où on est inquiet pour nos jeunes, parce que nos jeunes, on veut qu'ils pratiquent. On a le sport-études. Moi, je me suis battue pour garder le sport-études. Député de Marquette m'a aidé aussi. On a marché dans les rues sur l'île Perrot. On a fait les représentations au ministre de l'Éducation. On l'a gardé, notre sport-études. Bon, il y a quand même eu certaines modifications, mais bon, on l'a, notre sport-études. Nos jeunes pratiquent leur sport-études. Puis là, bien, on a une infrastructure à côté de l'école qui est inachevée. Alors, je pense que ça mérite qu'on mette des efforts supplémentaires, ou du moins qu'on regarde ce projet-là avec un œil différent. L'œil du projet de loi 90, je vais le dire comme ça, mais je pense que ça mérite une attention particulière relativement, parce que c'est un fait nouveau. C'est un fait nouveau. En droit, on le dit souvent, là, on peut intervenir quand il y a un fait nouveau. Bien, il y en a un fait nouveau. En fait, il y en a 2. Il y a la fermeture de l'aréna de Sainte-Anne-de-Bellevue, puis 2, il y a le projet de loi 90. Donc, il y a une grande ouverture de la part des 4 municipalités de l'île à ce qu'on s'assoie ensemble, qu'on regarde ensemble différents modes de financement. C'est sûr qu'il y en a différents modes de financement. Donc, les municipalités sont ouvertes, sont prêtes à faire leur petite bout de chemin là-dessus. Et ça, pourquoi, d'ailleurs, la semaine passée, j'ai déposé une lettre de la ville du maire de Pincourt qui fait une demande de rencontre, parce que les élus municipaux ont une certaine responsabilité aussi, puis ils ont de la pression de leurs citoyens, ils ont de la pression des familles. Les familles doivent aussi voyager les enfants à l'extérieur de la région pour que l'enfant puisse pratiquer son sport. Donc,
les élus municipaux ont beaucoup de pression. Ça, pourquoi ils m'ont dit, bien, Marc-Claude, peut-être qu'on pourrait déposer une lettre avec une demande de rencontre au premier ministre. Le premier ministre serait peut-être plus sensibilisé parce que quand on parle de Sainte-Anne-de-Bellevue, il est natif de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il connaît la réalité aussi parce qu'il vient du coin. Il connaît la réalité. Fait que les élus municipaux se disent, bien, c'est peut-être là la solution parce qu'on a quand même 3 ministres qui sont venus constater la situation. Le ministre de l'Éducation est venu, la ministre des Affaires municipales est venue. Alors, la semaine passée, le 10 février, j'ai déposé cette demande de rencontre-là pour le parachèvement du centre sportif de l'île Perrot. Je remercie d'ailleurs l'équipe, la ministre et l'équipe de la ministre du sport et du loisir, laquelle a répondu de façon positive. Et il y aura une rencontre d'organiser prochainement pour qu'on puisse en discuter. Et on verra s'il y a une attention particulière. Aussi, il y a des pistes de solutions qu'on pourrait mettre de l'avant afin que nos jeunes ne se voient pas privés de la pratique de leur sport et que ça soit c'est pas juste, là, c'est sûr qu'on parle du hockey comme un sport national, le hockey sur glace, mais il y a quand même aussi le patin artistique, il y a nos ligues de garage, il y a ces infrastructures-là sont des milieux de vie importants pour les communautés. Donc, Monsieur le Président, je pense que c'est mon devoir. En fait, je suis convaincue que c'est mon devoir de me lever ici, aujourd'hui, au Salon Rouge pour transmettre, entre autres à la partie gouvernementale, les conséquences ou en fait les demandes qui sont, comme je disais en début, tant l'effervescence autour du projet de loi 90, mais aussi les attentes de la population en lien avec ce projet de loi-là. J'écoutais le ministre tantôt qui disait que ce projet de loi-là est en fait, entre autres, une référence culturelle. Mais, tu sais, ça ne veut rien dire être une référence culturelle pour les citoyens qui veulent juste des arénas pour pouvoir pratiquer leur sport. Donc, je le réitère, Monsieur le Président, il y a une certaine cohérence à avoir dans tout ça. Donc, moi, je me fais un devoir de faire les représentations pour la population de Vaudreuil dans ce sens-là. Et je serai présente pour la suite des choses et en espérant sincèrement, j'ai l'impression de casser les oreilles du gouvernement, mais ce que je veux surtout qu'on retienne, c'est qu'il y a des jeunes qui ont ce besoin-là. Là. Il y a des jeunes là, qui, depuis 1 mois, ne peuvent plus pratiquer ce sport-là. Donc, on a besoin des yeux, on a besoin d'aide et c'est au nom des élus, au nom des familles, au nom des jeunes qui veulent pratiquer ce sport que je fais les représentations. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci, Madame la députée de Vaudreuil. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Marquette. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée de Vaudreuil qui tient haut et fort le projet de l'aréna de Pincourt. Comme elle a mentionné un peu plus tôt, c'est mon patelin. Je suis né là, j'ai fait tout mon hockey dans la région. Malheureusement, c'était pas dans ma ville natale qui est Pincourt. On est obligé de s'expatrier à Vaudreuil. C'était pas si pire à l'époque, mais aujourd'hui, avec les conditions des infrastructures, les gens sont obligés d'aller un peu plus loin. Et je vous dirais, Monsieur le Président, que pour l'aréna de Pincourt, j'ai 54 ans aujourd'hui. Si vous saviez, parce que le projet existait à l'époque, là, on voulait bâtir un aréna quand j'étais haut comme ça. Ça fait longtemps, là. Quand j'étais haut comme ça fait longtemps. Et on vendait du chocolat. J'en ai vendu du chocolat, Monsieur le Président. Ça n'a pas de bon sens. Mon père faisait partie du comité pour l'aréna. Puis après, je ne sais pas combien d'années, 30 d'années et plus, à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone qui me dit « Monsieur Brissette, que je salue, qui m'a appelé et qui me dit « Enrico, finalement, on va l'avoir notre aréna. » Mais je dis « Pas que l'argent qu'on a ramassé avec les barres de chocolat. » Il dit « Oui. On a toujours gardé cet argent-là pour bâtir l'aréna. On a l'aréna. » Et là, la députée l'a mentionné, on a commencé le projet, bataille juridique, judiciaire,
l'aréna est encore là. Et je vous dis, je vais voir mes parents quand même assez souvent. Là, et à chaque fois que je passe là, j'ai les larmes aux yeux. Ça me fait de la peine de voir une infrastructure qui est extraordinaire. Là. Quand tu entres là, avec les poutres en bois, c'est nouveau, un nouvel âge. C'est extraordinaire de la façon que ça a été fait. Parce que ça avait été bâti aussi pour des concerts également, alors pour le son. Alors, c'était très, très bien fait. Alors, en espérant que ce projet-là pourra être reparti. Je tiens également, Monsieur le Président, à m'excuser aussi, à toute la population du Québec. C'est le meilleur endroit pour m'excuser. J'ai été 18 ans dans les médias. Et pendant 18 ans, comme chroniqueur, analyste, animateur, j'ai dit que le sport national du Québec était le hockey. Ce qui était complètement faux, Monsieur le Président. Alors, je tiens à m'excuser pour ça. C'était une situation qui était fausse, mais cependant, on va remédier à ce problème-là. Puis on le voit d'un bon œil. De notre côté ici, là, de voir, surtout moi, personnellement, de voir mon sport est élevé au titre de sport national de ma province. Écoutez, au pays, ça a déjà été fait, mais de ma province, c'est extraordinaire. Cependant, j'espère juste que ce titre-là ne soit pas seulement symbolique. Là. Ce ne soit pas seulement un coup de marketing. Il y a un poids là, à désigner le hockey comme notre sport national. Puis vous m'avez entendu lors des dernières semaines là, de mettre de la pression, parce que c'est mon devoir de mettre de la pression. OK, vous voulez monter le hockey au titre de sport national, mais ça vient avec des responsabilités. Là. Puis mes collègues ma collègue en a parlé, la collègue de Vaudreuil également en a parlé. Ça vient avec, oui, des infrastructures. Je sais qu'il y a un montant important qui a été investi, mais ça, il faut le renouveler. Là. Il faut en mettre de l'argent. C'est important que le programme roule là, chaque année. Là. Parce qu'à un moment donné, qu'on mette le montant qu'on voudra, si on ne met pas les montants nécessaires, mais ça va devenir de plus en plus désuet, puis on ne sera jamais capable de rattraper le temps perdu. Je sais que la CAQ et même la ministre a sur son bureau les recommandations, mais quand on regarde une des recommandations, c'est doter le Québec des infrastructures appropriées au développement du hockey. Je comprends qu'on veut une aréna, là, dans une patinoire dans toutes les villes et villages du Québec. Je comprends que on sait tous compter, là. On sait tous compter, puis ça, c'est quand même énorme, là. Puis je comprends que ça coûterait cher, mais en même temps, on peut avancer et être meilleur aussi. Quand je vous disais qu'il ne faut pas seulement que ça soit symbolique, moi, quand j'ai lu, Monsieur le Président, on prend des trucs aussi là, au fil des années. Là. Moi, j'ai pris le mémoire au Conseil des ministres. Là. Puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, je sais que la ministre a un budget pour le sport, pour le hockey. Puis je me disais, mon Dieu, la culture veut s'approprier du hockey. Mais tant mieux, on va avoir 2 enveloppes. C'est extraordinaire. Mais je comprends que c'est réservé pour certaines catégories. Là. Mais quand je vois ici, au point 8, là, je répète, mémoire au Conseil des ministres, le projet de loi lui-même ne prévoyant aucun budget spécifique et aucun objectif précis, entre parenthèses, au-delà de la reconnaissance. Je me suis dit, on fait ça pourquoi? Pourquoi? On va avoir des questions à poser là, pendant l'étude détaillée. Là. Je comprends, parce que là, si on regarde l'historique du hockey là, avec le gouvernement, là, je veux dire, le rapport de hockey a été déposé dans un moment où on voulait changer le narratif. Là, ça n'allait pas bien à CHSLD. Par la suite, je ne parlerai pas de la game des Kings, Monsieur le Président. Là, ça ici, pourquoi ça vient là? Ma collègue, elle l'a amené. Pourquoi ça vient là? C'est pas qu'on est contre, là, mais on a des questions à poser, là, de savoir comment, là, pourquoi, puis beaucoup d'éléments dans ce projet de loi. Quand on parle, Monsieur le Président, de sport national, là, je vais juste vous lire ici, là. Ça veut dire qu'un sport et une pratique sportive qui sont au cœur de nos traditions, de nos valeurs, puis de notre identité. Ça veut dire qu'on va élever le sport, déjà qui était quand même assez élevé, là, quand même important ici. Là, on l'élève à un autre niveau, là.
Ça veut dire quoi, là? Ça veut-tu dire qu'on va amener ça partout? C'est sûr que moi, mon rêve les plus utopiques, M. le Président, puis ça, c'est un projet de société, là, que tout le sport passe par les écoles, puis que ça ne coûte plus une scène là, pour les parents, qu'on puisse démocratiser le sport, parce que la ministre a même parlé de démocratisation du sport. Je comprends que ça ne peut pas arriver demain matin. Là. On ne peut pas faire ça demain matin, et puis même l'année prochaine. Ça, c'est un projet de société. Il faut commencer à y penser. Il faut semer des graines. Il faut le dire. Il faut en parler plus souvent possible. Puis à un moment donné, mais, un pas à la fois, on va peut-être pouvoir y arriver. Est-ce que je vais être encore là, M. le Président? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être encore vivant? Je ne sais pas non plus. Mais selon moi, avec l'expertise que j'ai accrue au cours de ma vie et les gens qui m'entourent aussi, c'est pas mal la voie à aller. Mais ça coûte des sous. Mais en même temps, si on élève le hockey au niveau du sport national, je pense qu'on pourrait peut-être saisir l'opportunité pour en parler encore plus et semer plusieurs graines. Ceci dit, Monsieur le Président, je veux juste vous lire un élément, un texte de Stéphane Laporte. Mais avant de parler du texte de Stéphane Laporte, je vais prendre l'occasion pour dire que, en matière de timing, là, quand on parle de sport, là, puis on parle de hockey, là, je veux dire, ce qui s'est produit depuis hier, là, je ne peux pas passer sous silence, puis j'en ai parlé amplement, puis je vais en parler encore aujourd'hui. J'ai déposé une motion aujourd'hui, faire attention à nos propos, au niveau de faire de l'apologie des bagarres. Je veux dire, on a avancé, M. le Président, au niveau de la société, puis au niveau de la société québécoise. Puis pourquoi qu'on a avancé à ce niveau-là? Parce qu'il y avait 2 personnes dans le Salon bleu, à l'époque, Salon rouge aujourd'hui, qui avaient la même vision. Qu'on a avancé à ce niveau-là. On a dit, les bagarres, là, ça n'a pas de bon sens. Puis même la ministre qui a déjà utilisé le mot barbare. C'est barbare, effectivement. Puis là, d'entendre aujourd'hui, hier, cette semaine, le premier ministre, puis refuser même la motion, j'ai trouvé ça un petit peu un synchronisme, parce que je ne veux pas utiliser le mot timing, là, un mauvais timing, de parler un des plus beaux sports au Québec, puis on veut le mettre au rang du sport national, puis qu'on accepte encore la bouche du premier ministre, parce que lui, il aime ça, les bagarres. Je comprends que ça met la ministre dans une position un peu délicate, mais je sympathise avec elle. Je sympathise énormément avec elle. Ceci dit, je vous laisserai sur un texte de Stéphane Laporte, du 16 février dernier, dans la presse. Parce que ça explique un peu ce qui se passe présentement au Québec, notamment avec le hockey. 80 ans après l'explosion de Maurice Richard, le Québec est à court de munitions. Durant la confrontation des 4 nations qui se déroule en ce moment à Montréal et à Boston, ne reste plus, pour représenter le beau Grand Canada face à la Suède, à la Finlande ou aux États-Unis, qu'un seul Québécois. Ils sont 11 Ouest-Canadiens, 7 Ontariens, 3 citoyens des Maritimes et 1 souris bleue. Nous ne pouvons même pas crier à l'injustice. Le talent de chez nous n'a pas été boudé. Nous n'avons pas de compatriotes comparables aux Crosby, McDavid, McKinnon ou McCarr parmi nous. Si ça se trouve, aucun Québécois ne s'alignerait avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'hiver de l'an prochain à Milan et Cortina. On en est là. Samuel Montembeault pourrait bien être le dernier Québécois à faire partie de l'élite d'un sport que notre gouvernement provincial s'apprête à nationaliser. Trop peu, trop tard. Que s'est-il passé? Oui, le hockey s'est internationalisé, mais ce n'est pas une raison pour qu'il n'y ait qu'un seul Québécois dans l'équipe du Canada. Les Russes, les Suédois ou les Allemands ne peuvent pas nous voler notre place dans l'équipe nationale canadienne. La modernité du hockey touche autant le reste du Canada que le Québec. Pourquoi continue-t-il de produire quantité et qualité de joueurs surdoués alors que nous peinons à en faire autant? Je crains bien que la raison principale ne s'applique pas seulement au hockey. J'ai bien peur que le hockey ne soit que le symptôme du mal qui nous ronge. Le désintéressement, l'indifférence face au nous, l'obsession du « je ».
Serions-nous en train de disparaître? Les Québécois du 20e siècle seraient-ils incapables de s'adapter au 21e siècle en tant que société solidaire? Comment se fait-il que le Québec soit incapable de mettre au point un programme de hockey efficace et fructueux? S'il y en a qui connaissent ça, c'est bien nous autres. On n'y parvient pas parce qu'on n'arrive pas à mettre de côté nos intérêts personnels pour le bien collectif. On est devenus des mangeux de POC. Le ministre de la Culture, tantôt, citait des expressions québécoises. On est devenus des mangeux de POC, M. le Président. On ne se fait plus de passes. On ne s'aide plus. Le hockey qui permettait tant de Québécois moins fortunés de devenir des transfuges de classe, d'accéder à un autre monde, est devenu un sport de riches auquel l'accès leur est refusé. Jouer au hockey est devenu compliqué à un point tel que ce n'est plus jouer, c'est investir dans le hockey. Les patinoires ne sont plus accessibles. Guy Lafleur se glissait dans un trou de l'aréna de Tursault pour accéder à la glace et devenir Guy Lafleur. Vous m'avez vu interpeller le ministre, le premier ministre, à plusieurs fois au niveau de l'aréna de Tursault. Je comprends qu'il y a des programmes. Ce n'est pas une question de prendre des décisions politiques, mais quand je parle de la force des mots d'un chef d'État, il y en a eu des mots durs, là, en acceptant que les jeunes se battent encore aujourd'hui dans la Ligue nationale. OK? Il a même dit aussi, M. le Président, qu'il était pour sauver l'aréna de Tursault. Mais on l'attend. C'est des mots forts d'un premier ministre, ça. C'est des mots forts. Il faut qu'il respecte sa parole. Il n'y a pas de secret. C'est en jouant qu'on devient joueur. Une loi qui fait du hockey le sport national des Québécois ne sert à rien si elle n'est que sémantique. Le harfang des neiges est l'oiseau officiel du Québec. Je ne crois pas que cela ait changé grand-chose à son plan de vol. L'iris versicolore est l'emblème floral du Québec. Je ne crois pas que cela ait changé grand-chose à sa floraison, à sa situation dans le gazon. Par contre, le hockey devient officiellement ce qu'il a toujours été, le sport national du Québec. Il faut qu'il redevienne source de fierté. Il faut que les institutions qui l'encadrent les rendent attrayants, excitants, amusants. Il faut que les joueurs aient le goût d'y jouer. Le grand Serge Savard jouait du matin au soir au hockey, les samedis et dimanches de sa jeunesse. Ça, c'est à nous dans le temps aussi, M. le Président. Le midi, il rentrait dîner chez lui, patin aux pieds, tellement il était attaché à ce jeu. J'ai dîné nombre de fois avec mes patins des pieds, M. le Président. Le hockey, c'était le rêve des enfants qui voulaient jouer toute leur vie. Aujourd'hui, le hockey, c'est le rêve des parents qui veulent un enfant dans la Ligue nationale pour assurer leur vieux jour. C'est des mots qui sont durs, M. le Président. Le hockey n'est plus un jeu, le hockey est une job. Le problème, c'est que pour redresser la barre, pour replacer les choses, il faut parvenir à s'entendre. Et c'est ce que les Québécois ne réussissent plus à faire. S'entendre, s'accorder, s'harmoniser. Autant pour restructurer le hockey que pour restructurer l'éducation ou la santé, aucun leader ne parvient à rassembler les gens autour d'un idéal. Parce que l'idéal, plus personne n'ose le porter. Plus personne n'ose y croire, plus personne n'ose en parler. Du Québec, de tous les Québécois, des Québécois d'avant, de ceux de maintenant, et des arrivants, et des arrivants, et des arrivants, M. le Président. Voilà pourquoi, de plus en plus, nous vivons dans un monde où les autres décident pour nous. Nous vivons dans un monde qui va nous assimiler. Si on ne se regroupe pas, si on ne rallume pas l'esprit d'équipe, le dernier des Québécois naîtra dans quelques années. Même pas pour un petit pain, juste pour qu'on fasse une bouchée. Juste pour qu'on en fasse une bouchée. En attendant, on n'est même pas habillé. On regarde le show de la passerelle « Go Canada Go » en espérant pouvoir nous aider à gagner bientôt. Et ça, c'est un texte de Stéphane Laporte que je remercie. Et sur ces belles paroles, Monsieur le Président, je dirais que nous allons voter en faveur du principe. Cependant, nous aurons des questions très importantes. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le député de Marquette. Nous poursuivons l'adoption du principe du projet de loi numéro 90 et je reconnais Madame la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Oui. Merci, Monsieur le Président. Très heureuse d'intervenir sur ce projet de loi qui, je remercie mon collègue pour l'avoir déposé et je trouve que c'est un projet de loi qui est extrêmement porteur pour le milieu du sport parce que pour le premier référent culturel, c'est le sport. Puis on le sait, on en a parlé, mon collègue en a parlé aussi, à quel point le hockey, puis moi je suis une patineuse de vitesse, je ne suis pas une joueuse de hockey, mais je suis capable de reconnaître que le hockey fait partie de nos traditions, que le hockey, on a tous des souvenirs qui y sont reliés, que ce soit parce qu'on y a joué quand on était ticu sur la glace de quartier, parce qu'on l'a regardé à la télé avec notre famille, parce qu'on s'est enflammé dans une discussion autour de la machine à café. Bref, le hockey, c'est un référent culturel et il est nommé. Et ça, je trouve que c'est très porteur pour le milieu sportif parce que quand on parle de culture, habituellement, on parle d'art de la scène, de peinture et tout ça. Mais là, pour une fois, on reconnaît que le sport, ça peut être un vecteur d'identité. Alors, je suis très, très satisfaite de ça. Maintenant, je trouve ça assez particulier d'entendre les collègues, puis d'une part, la députée de Robert Baldwin qui part, puis qui dit « Ah, mais là, la culture, ça n'a pas de bon sens, puis là, on a un projet de loi, puis on a des besoins en culture. » Mais là, après ça, on dit « Ouais, mais là, c'est un projet de loi qui vient juste donner un symbole comme quoi c'est un référent. Fait que là, il faut mettre de l'argent dans le sport, puis il faut mettre de l'argent dans les infrastructures. » Puis là, après ça, on fait le débat des infrastructures, puis là, on dit, ben là, il faut juste mettre de l'argent dans les patinoires, puis tout ça. J'invite la députée de Vaudreuil à parler aussi à ses citoyens qui probablement veulent des piscines, puis qui veulent des terrains de pickleball, puis qui veulent toutes sortes de choses. Ce qui est intéressant avec tout ce qu'on a fait avec le comité hockey, puis là, je rappelle aussi que le dépôt du projet de loi reflète la première recommandation du comité hockey qui disait de reconnaître le sport du hockey sur glace comme notre sport national. Donc, on vient rencontrer la première recommandation du rapport du comité hockey en nommant le hockey comme notre sport national. Mais tout ce qui a été fait avec ce comité hockey, ça sert justement à allumer la flamme dont le député de Marquette vient d'évoquer, puis le texte de Stéphane Laporte. Donc, avec le comité hockey, on a voulu rassembler tous les acteurs du milieu pour justement dégager une vision commune pour pouvoir développer le hockey, puis pour faire en sorte que, ultimement, là, les jeunes évolue dans un milieu sain et sécuritaire, qu'on arrive avec des solutions puis des propositions qui vont faire que on va s'y plaire au hockey, ça va continuer à être un milieu porteur de fierté, puis porteur de jeunes qui vont s'accomplir, puis qui vont se développer, puis qui vont aller à leur plein potentiel. Donc, plein de choses qui ont été mises en place avec ce comité hockey, qui nous a servi non seulement pour développer le hockey, mais aussi pour développer les autres sports, parce que le hockey, on y croit beaucoup, mais on croit aussi dans tous les autres sports pour faire en sorte que nos jeunes se développent à leur plein potentiel. Donc, on a, entre autres, les infrastructures sportives. Et je sais à quel point c'est important pour toutes les municipalités, puis pour toutes les régions, à quel point c'est important les infrastructures sportives, mais de tous les sports. Et encore une fois, on a investi comme on n'a jamais investi dans les infrastructures. Le député de Marquette faisait allusion qu'il faut mettre de l'argent, mais il faut en mettre beaucoup parce que sinon, ça devient désuet. Bien, malheureusement, on est dans cette situation-là parce que les gouvernements précédents n'ont jamais investi dans les infrastructures. On a des infrastructures qui datent des années 60-70 puis qui, là, tombent en ruine. Alors, nous, on en met massivement de l'argent dans les infrastructures pour faire en sorte que partout au Québec, on ait accès à des infrastructures de qualité pour que les jeunes puissent bouger, mais puissent bouger aussi selon leurs besoins, selon leurs goûts et dans toutes les infrastructures possibles et imaginables et dans tous les sports. Ceci étant dit, on sait que le hockey a une place extrêmement importante dans nos régions et c'est pour ça qu'il y a plus de 30% de l'enveloppe du PAFERSPA qui est allé dans des infrastructures de patinoires ou d'arénas. Donc, il y a quand même un effort qui est fait parce qu'on veut soutenir le hockey. Mais il y a tout plein d'autres mesures aussi qui découlent du rapport du comité hockey pour faire en sorte justement que le milieu soit sain, soit sécuritaire, que les jeunes y aient accès. On parle d'accessibilité beaucoup là, pour le hockey. Je rappelle une mesure qui est extrêmement porteuse, c'est celle des programmes particuliers qu'on finance. 300 $ pour les parents pour faire en sorte de baisser la facture. Donc, évidemment, ça sert à tous les parents qui ont des jeunes qui sont inscrits au hockey à l'école secondaire. Donc, on vient baisser les frais
des programmes particuliers, donc les PPP. Ensuite, on a la mesure circonflexe, donc les banques d'équipement. 40 millions qui ont été investis pour faire en sorte que partout au Québec, on ait accès à de l'équipement gratuit. Ça, c'est des patins, c'est des casques, c'est des hockeys, c'est des luges, c'est des skis, c'est toutes sortes de choses pour faire en sorte qu'on puisse bouger. Mais encore une fois, on veut rendre accessible le sport et aussi le hockey à toute la population. On a parlé du développement du hockey féminin. Je rappelle que nous avons financé le développement du hockey féminin puis le centre d'entraînement pour le hockey féminin. Et on voit un essor dans l'inscription des jeunes filles au hockey, et ça, je trouve ça très porteur. Et non seulement on voit un essor dans l'inscription des filles au hockey, mais enfin, on a renversé la vapeur parce qu'auparavant, là, ça régressait les inscriptions au hockey. Pas juste les filles, là, mais les garçons aussi. Là. Il y avait de moins en moins de jeunes qui s'inscrivaient au hockey. Bien là, enfin, on a mis un frein non seulement à la régression, mais on est en hausse, donc près de 5 de hausse d'inscription. Donc, ça veut dire qu'on fait du chemin. Plein de mesures qu'on a mis en place, puis là, je ne les élaborerai pas toutes, mais plein de choses qu'on a mis en place, justement suite à ce fameux comité hockey qui nous a donné des recommandations, puis sur lesquelles on travaille, puis qu'on continue de travailler pour faire en sorte que le sport national reste un sport porteur de positivisme qui soit une source de fierté, qu'on continue à en parler de façon positive autour des machines à café. Puis pourquoi on le fait cette année aussi? Là? Bien, je vous rappelle que cette année, on célèbre le 150e anniversaire du premier match de hockey. Donc, un projet de loi qui n'a pas demandé de temps au ministre de la Culture, là, qui n'a pas fait en sorte qu'il n'a pas pu entendre tout le milieu culturel là, dans leur doléances et tout ça. C'est quelque chose qui s'est fait quand même assez rapidement. Puis encore une fois, il n'y a pas de sommes qui sont investies là-dedans. Donc, ça ne vient pas priver le milieu de la culture, ça ne vient pas priver les autres sports non plus. On vient juste reconnaître que culturellement parlant, le hockey est une source de fierté pour les Québécois, c'est une source d'identité. Un point, c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre du Sport, Loisirs et Plein Air. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, le principe du projet de loi numéro 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux, est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le Président, donc conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi 90, la loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux, soit déféré à la Commission de la culture et de l'éducation pour son étude détaillée et que le ministre de la Culture et des Communications soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. À ce stade-ci, je vous demanderai de bien vouloir suspendre nos travaux jusqu'à 15 heures, s'il vous plaît. Alors, afin de permettre le débat sur une affaire inscrite par les députés de l'opposition, cet après-midi, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures.